Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 22 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord la polémique sur les services de sécurité allemands. Ils connaissaient l'homme qui est aujourd'hui le principal suspect dans l'attentat de Berlin. Ils savaient qu'il était particulièrement dangereux et pourtant il a réussi à déjouer leur surveillance. La traque se poursuit. Ces empreintes digitales ont été retrouvées dans le camion bélier qui a fait 12 morts lundi soir. Un attentat qui rappelle la persistance des menaces. Également en France, les messes de Noël seront particulièrement surveillées avec des dizaines de milliers de policiers, gendarmes et soldats mobilisés. Les paroissiens, eux aussi, sont appelés à la vigilance pendant les offices ce week-end. Dans ce journal, nous irons également à Alep, en Syrie. L'une de nos équipes a pu assister au départ des derniers combattants rebelles. Ils ont évacué sous la pression de l'armée du régime. Ce soir, Bachar el-Assad crie victoire. Au sommaire aussi ce soir, le boom de ce qu'on appelle les kits alimentaires. En 2 coups de cuillère à peau, chacun peut faire son beurre, sa bière, sa moutarde. Ils partent comme des petits pains avant Noël. Et puis, des invités cinéma exceptionnels, les 2 plus grandes stars aujourd'hui à Hollywood, Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Ils sont à l'affiche de Passengers, un huis clos qui se déroule dans l'espace. L'attentat de Berlin aurait-il pu être évité? C'est la question qui se pose quand on voit le nombre de signaux d'alerte sur le profil du suspect numéro 1. Il était considéré comme potentiellement très dangereux et pourtant, il est passé entre les mailles du filet. Comment l'expliquer? C'est ce qu'ont voulu savoir nos envoyés spéciaux Esther Lefebvre et Frédéric Mignard. Tôt ce matin, la police lance l'assaut dans ce quartier populaire de Berlin. Elle pense avoir localisé le suspect numéro 1 de l'attentat, mais en vain. Aucune trace d'Anis Amri, ce Tunisien aux multiples identités, était pourtant récemment dans le viseur des autorités, soupçonné d'être en lien avec des djihadistes et de chercher des armes en vue d'un attentat. Mais en septembre dernier, la surveillance est abandonnée. Quand on regarde le passé de M. Amri et les délits qu'il a commis, bien sûr qu'il faut s'interroger. Mais le fait est qu'on l'a suivi pendant 7 mois de façon intensive et qu'on n'a pas réussi à prouver quoi que ce soit. Anis Amri figurait pourtant sur la liste des 549 islamistes jugés dangereux par le renseignement en Allemagne. Et il était interdit d'entrer sur le territoire américain. Dès lors, y a-t-il eu dysfonctionnement? La question se pose au sein même du parti d'Angela Merkel. Ça me surprend, en effet. J'aimerais comprendre ce qu'il s'est passé. En Allemagne, on a une vision des choses parfois naïve. Comme on est plutôt bien perçu sur la scène internationale, on croit qu'on n'a pas grand-chose à craindre. Mais dans les rues de Berlin, les critiques sont plutôt mesurées. Si on a utilisé toutes les règles de l'état de droit, on peut se demander si ça suffit pour l'avenir, s'il faudrait faire évoluer la loi. Après coup, on se croit toujours plus intelligent. On se dit qu'on aurait dû faire ça ou ça. Mais il n'y a pas de sécurité parfaite. Des Berlinois plutôt philosophes alors que l'enquête avance, c'est une quasi-certitude désormais. Anis Amri serait bien l'auteur de cet attentat. Outre une pièce d'identité, ses empreintes digitales ont été retrouvées à l'intérieur du camion bélier. Et le parcours de ce suspect se dessine de plus en plus clairement. C'est à l'origine un petit délinquant qui a fait de la prison en Italie. Il est arrivé en Europe en 2011, en provenance de Tunisie. Sa famille là-bas explique aujourd'hui qu'elle n'a rien vu venir. Laurent Aubaine nous dit ce que l'on sait sur lui. L'essentiel du passé d'Anis Amri est ici, à Ousseltia, une petite ville de 8000 habitants au centre de la Tunisie, une région plutôt traditionnaliste et religieuse. C'est ici que se trouve d'ailleurs la mosquée Al-Hidaya, soupçonnée d'avoir convaincu de nombreux jeunes de partir vers la Libye toute proche ou la Syrie, s'enrôler sous les bannières des organisations djihadistes. La maison d'Amri est modeste. 5 sœurs, 3 frères, tout juste arrivés hier soir de Tunis, la capitale, où ils sont installés. S'il me regarde maintenant, je veux juste le blâmer pour ce qu'il a fait. La vie d'Anis tient ici en 1 ou 2 photos et quelques étapes que son père a évoquées sur Mosaïque FM. Il a eu son bac et ensuite il est resté 2 ans à ne rien faire, à s'ennuyer. Il a dit « je vais partir ». Je lui ai répondu « étudie, étudie ». Quelques délits et des condamnations en Tunisie et le fils finit par s'embarquer clandestinement pour l'Italie en 2011. De rares contacts téléphoniques tous les 3 ou 4 mois avec ses frères, nous dira le père. Et puis ici,
son arrestation en Sicile en octobre 2011, un séjour en prison, 4 ans pour avoir participé à l'incendie de bâtiments publics. Et selon un de ses frères, c'est dans une de ces prisons à Catane ou Palerme qu'Anis Amri se serait radicalisé avant de partir vers l'Allemagne. Et pendant que l'enquête se poursuit, le marché de Noël a rouvert ses portes, 3 jours donc après l'attentat, dans une ambiance qu'on imagine très particulière. Antoine de Pressigou, vous êtes sur place, les Berlinois sont-ils venus nombreux aujourd'hui ? Oui, ils sont venus très nombreux malgré la pluie sur Berlin ce soir. Certains nous ont confié venir par solidarité et pour montrer qu'ils n'ont pas peur malgré la traque du terroriste qui se poursuit. Personne ne veut que la fête de Noël soit gâchée. Mais au-delà de la foule, ce qui frappe ici, c'est le calme. Il n'y a presque aucun bruit. D'ailleurs, la musique a été interdite par respect pour les victimes. On sent quand même une certaine tension. La présence policière est discrète, mais il y a des patrouilles dans les allées. Et ce matin, d'énormes blocs de béton ont été installés tout autour du marché de Noël, notamment à l'endroit précis où le camion a entamé sa course folle il y a 3 jours. Merci beaucoup Antoine. J'ajoute qu'une Française a été très légèrement blessée dans l'attentat, on l'a appris aujourd'hui. Il s'agit d'une jeune femme de 20 ans qui vit à Berlin. Le parquet antiterroriste a donc ouvert une enquête préliminaire à Paris. La menace terroriste reste forte également en France. Pendant les fêtes, les églises seront particulièrement surveillées pour les messes de Noël. Il y a les patrouilles de police, de militaires. Il y a aussi les paroissiens eux-mêmes qui se mobilisent. Gwenaël Bellec, Gilles Parot et Catherine Proust nous montrent ce qui est prévu pour samedi entre Versailles, Orléans et Paris. Dans cette cathédrale de Versailles, samedi soir, il y aura 3 messes de Noël successives, avec 1000 personnes à chaque fois. Pour la sécurisation, ici comme dans chaque diocèse, des consignes de bon sens seront appliquées. Il va y avoir d'abord un certain nombre de bénévoles qui vont se mettre à l'entrée des églises, simplement pour regarder les sacs. Et puis après, vérifier s'il n'y a pas de gros colis, éviter de prendre le risque d'avoir des doutes. La présence des personnes debout dans les allées sera limitée. La sécurisation du parvis, la surveillance des véhicules sera à la charge de la police et des patrouilles sentinelles. Dans ce diocèse de Versailles, il y a beaucoup de paroisses, beaucoup d'églises, mais pas d'inquiétude. Plus il y a de messes, plus il y a de fidèles, donc plus on trouve des gens qui sont prêts à donner un coup de main. C'est ça qui est merveilleux. À Orléans, un groupe de 12 bénévoles a déjà été constitué pour la messe de minuit dans la cathédrale. Les responsables du diocèse ont reçu des consignes de la préfecture. Ils attirent l'attention quand même sur les véhicules à proximité qui peuvent être suspects, sur les sacs aussi. Autre particularité, samedi et dimanche, les fidèles entreront par l'entrée principale et non par les ouvertures latérales qui serviront seulement aux sorties, comme celle-ci. Donc on ouvre en grand la porte et ça permet d'évacuer les gens. Moi je ne sens pas une inquiétude au niveau de la communauté qui ferait que les gens se disent oh là là, est-ce qu'on va aller à l'office, à la célébration. On compte en France 45 000 églises catholiques. Une minorité à Paris a engagé des agents de sécurité privés. Dans toute la France, les militaires du plan Sentinelle seront aussi présents autour des lieux de culte, comme ici ce matin à Paris. Des militaires présents sur tous les lieux de rassemblement du public. La situation maintenant à Alep, en Syrie. L'armée de Bachar el-Assad a repris l'ensemble de la ville. Les rebelles ont évacué la dernière poche qu'ils tenaient encore. Des opérations qui se sont déroulées sous le contrôle d'une trentaine d'observateurs de l'ONU. Nos envoyés spéciaux, Louis Mélano-Dupont et Nicolas Belmont, sont également sur place. Regardez leur reportage. Le siège de la ville est levé. Il est désormais possible de rentrer dans Alep par les quartiers est, ravagés par plus de 4 ans de combats et de bombardements. Je vais demander, ça doit être par là. Si les affrontements ont cessé, au loin, l'évacuation du dernier bastion rebelle est toujours en cours. Le convoi de la défaite. Sur cette route, les véhicules roulent au pas, encadrés par la Croix-Rouge. Les visages de ces combattants sont ceux des vaincus, humiliés, devant ceux qui triomphent aujourd'hui, quelques mètres plus bas. Cette victoire que nous avons obtenue à Alep, c'est la victoire de toute la Syrie. Et nous la dédions à notre président Bachar al-Assad. Et ce n'est pas terminé. Ceux que nous avons chassés d'Alep, nous allons les poursuivre et les combattre jusqu'au dernier. Devant les observateurs de l'ONU, les derniers rebelles et leurs familles sont conduits à l'ouest d'Alep, à seulement quelques kilomètres, sur un territoire encore sous leur contrôle. Depuis leurs fenêtres, ces habitants scrutent ces départs incessants. Près de 4000 personnes ont été évacuées aujourd'hui. On
Nous n'oublierons jamais cette journée. Quand on regarde ces bus qui emmènent les rebelles, on se sent soulagé, heureux, parce que ces bus emmènent aussi nos souffrances et la cause de notre misère. Impossible de savoir combien de personnes doivent encore être évacuées, mais c'est désormais une question d'heure. Et Damas attend que les opérations soient complètement terminées pour annoncer la conquête totale de la ville. La bataille d'Alep se termine et c'est extrêmement symbolique pour Bachar el-Assad et ses alliés qui signent ici une victoire majeure, sans doute la plus importante depuis le début du conflit. Et justement, le régime vient de confirmer officiellement que l'armée syrienne avait bel et bien repris l'ensemble de la ville. Ce sera le premier événement politique fort de l'année 2007 en France, la primaire de la gauche. Les candidats sont en campagne pendant les fêtes. Manuel Valls s'est rendu sur le marché de Noël de Strasbourg. Il a reçu de la farine de la part d'un homme qui voulait dénoncer l'utilisation du 49.3. Et puis autre image, Vincent Payon qui a rendu visite à des gendarmes en Seine-et-Marne. Il a plaidé pour une forte hausse du budget militaire, comme l'a demandé hier le chef d'état-major des armées. Le premier tour de cette primaire, ce sera dans un mois, jour pour jour. L'occasion de vous rappeler les règles du jeu. Isabelle Thor et Olivier Stormbach nous donnent le mode d'emploi pour ce vote. Sur le marché de Montreuil, en cette période de Noël, les primaires de la gauche paraissent bien lointaines. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on vote Non, je ne sais pas, peut-être en janvier. Exact. Le premier tour aura lieu le dimanche 22 janvier, le second 8 jours plus tard, le 29. 7 candidats donc, 4 socialistes, Manuel Valls, Vincent Payon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, 2 écologistes, François de Rugy, Jean-Luc Benamias et Sylvia Pinel, radicale de gauche, la seule femme. Est-ce qu'on a tous le droit de voter ? Oui, presque, avec 1 euro en poche. Les Français inscrits sur les listes électorales, les mineurs en âge de voter en 2017, ainsi que les étrangers qui adhèrent au parti organisateur de cette primaire, et ceux âgés de plus de 16 ans. Notre rôle, c'est d'aller les voir et de leur dire que c'est très important de voter pour les primaires citoyennes. À leur disposition, 7500 à 8000 bureaux de vote tenus par 40 000 volontaires. Là, vous êtes dans une ville de gauche, il y a quand même 80% de gens qui votent à gauche, moi aussi, et je ne sais pas si je vais aller voter au président socialiste. J'attends les vraies élections, voilà. La gauche est divisée, et elle s'annonce, si elle reste divisée, éliminée du premier tour de l'élection présidentielle. Plus il y a d'électeurs, plus ça crée une dynamique de rassemblement. Et au Parti socialiste, on mise beaucoup sur les 3 débats d'avant-premier tour pour mobiliser le 12, le 15 et le 19 janvier. Celui d'entre-deux tours aura lieu le 25. Une campagne très courte et au milieu, les fêtes de fin d'année. Est-ce une mesure gadget ou bien une révolution dans le domaine de l'énergie solaire? En tout cas, c'est une première mondiale, une route composée de panneaux photovoltaïques. Elle se trouve dans l'Orne, elle a été inaugurée aujourd'hui. Comment est-ce possible? Et est-ce que c'est rentable? Réponse d'Antoine Delcourt et Charlotte Casanova. Les premiers conducteurs ne l'ont peut-être pas réalisé. Cette route, longue d'1 kilomètre, est unique au monde. Elle fournit de l'électricité. Les cellules qui sont encapsulées dans les modules photovoltaïques sont des cellules silicium qui vont convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. L'énergie électrique est évacuée via des contacts électriques dans les câbles vers des onduleurs et relarguée sur le réseau électrique. Production attendue, 790 kWh par jour, soit l'éclairage public d'une ville de 5000 habitants. Pas besoin de plus d'entretien qu'une route classique. L'invention est écologique et elle est partie d'un constat tout simple. 90% du temps, une route regarde le ciel. C'est le trafic des personnes et des marchandises ne représente que 10% de son temps. Par conséquent, en utilisant des modules photovoltaïques à la surface, on va pouvoir utiliser les 90% restants pour générer l'électricité. Le problème, c'est le coût, 5 millions d'euros subventionnés par l'État. Le ministère de l'écologie souhaiterait installer 1000 km de routes solaires en France d'ici à 5 ans. Pour cet expert, la facture risque d'être beaucoup trop salée. On arrive à utiliser du photovoltaïque sur ces routes, c'est tout bénéfice. Mais il faut pouvoir le faire à un coût supportable. Et avec ce prototype, mais ça n'a pas beaucoup de signification pour un prototype, c'est à peu près 17 fois plus cher que du photovoltaïque sur une centrale au sol. Le prix de cette route peut encore évoluer car les méthodes de fabrication doivent être affinées. À l'avenir, ce système pourrait s'exporter à l'étranger. Un chantier dont on précise qu'il a été réalisé par Colas, filiale du groupe Bouygues, propriétaire de TF1. Après la route, un trottoir qui produit de l'énergie. Ça se passe aux États-Unis, à Washington. Rien qu'en marchant, les piétons allument les réverbères. Des trottoirs que Jocelyn Huchet et Bertrand Guez ont arpentés.
C'est l'heure de pointe dans la capitale américaine. Et voici le carrefour le plus utilisé de la ville par les passants. Chaque jour, 10 000 personnes passent ici. Depuis peu, leurs pieds foulent un sol souple, révolutionnaire, qui transforme leurs pas en électricité. Je trouve ça génial. Et pourquoi? Car on doit réfléchir à d'autres manières de créer de l'énergie et de l'électricité pour nos villes. Ça semble une très bonne idée, cette source d'énergie alternative. Dans le sol, des ressorts et des générateurs transforment le mouvement en énergie. Pour le moment, ces 3 morceaux de trottoir n'alimentent qu'une poignée de réverbères autour du carrefour. Mais d'ici peu, la ville de Washington aimerait considérablement élargir l'expérimentation. Il n'y a aucune limite, il y a des trottoirs partout et tout le monde marche dans les villes. C'est donc une source d'énergie inépuisable. Et on pourra faire beaucoup plus que ces quelques lumières autour d'un rond-point. Pour le moment, l'inconvénient de ces mini-centrales électriques urbaines, c'est le coût. Du fait des matériaux de fabrication notamment, l'électricité produite par ces trottoirs et par ces routes est en moyenne 6 fois plus chère que celle produite par une centrale classique. Un braqueur mis en échec dans un bureau de tabac à Poitiers. Le gérant et 2 clients ont réussi à le maîtriser et à le faire arrêter. Les buralistes sont régulièrement pris pour cible. Près de 300 attaques au total l'an dernier. Un phénomène d'une telle ampleur que la police organise des formations. Laurent Giraudineau et Bruno Grégoire ont assisté à une séance près de Nantes. Juste avant la fermeture ce soir-là, 2 braqueurs s'engouffrent dans le tabac presse. Cris, menaces, bousculades, coups de feu même, avec des balles à blanc puisque cette attaque est fausse, mais elle montre comment, en moins de 30 secondes, les commerçants sont délestés de leur caisse. Une grosse montée d'adrénaline. On ne sait plus quoi faire, on est tétanisé en même temps et on ne sait pas ce qu'on doit faire, réagir, regarder. On a tout qui rentre en même temps dans la tête. Dans la réserve, une douzaine de buralistes ont tout vu sur les écrans de surveillance, tout de ce faux braquage. Des policiers, en fait, jouent le rôle de malfaiteurs, mais les faits restent aussi forts qu'en vrai. Ça fait peur, c'est rapide. Un commerçant braqué perd l'essentiel de ses moyens. Moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs puisque j'ai été braquée, avec une arme aussi. Et du coup, on revit cette émotion. On ne sait pas à quoi s'attendre, en fait, quand ils arrivent. On ne sait pas quelle agression ils vont nous faire subir. Le mieux, c'est d'essayer de penser à se préserver et préserver sa vie, mais le jour où ça arrive, on ne sait pas comment on peut réagir réellement. Voilà le film d'un véritable hold-up, ici même il y a 2 ans. Souvent payés en espèces, les buralistes sont considérés comme des cibles faciles. On est vraiment dans la petite délinquance, ce qui ne veut pas dire que c'est une délinquance qui n'est pas dangereuse. Car on sait très bien que sous l'effet de la panique, on peut avoir des réactions qui sont complètement imprévisibles. Donc il faut s'en méfier. Avec plus de vidéos et d'alarmes, les braquages